Bonjour, chers étudiants. Alors, je vais reprendre le cours à partir de là où on l'a arrêté à la fac. C'est le chapitre 4, la partie sur la sédimentation. Donc, commençons. Cours de géodynamique externe, chapitre 4, séance 3. La sédimentation. Alors, les matériaux issus de la mobilisation sont transportés vers les mers et les océans par différents agents de transport. Mais au cours de leur cheminement vers leur lieu de sédimentation, des agents vont interrompre ce voyage. Et le plus important de ces agents, c'est la pente. Lorsque la pente est faible, une partie de ces sédiments sera déposée. Une majeure partie continuera le chemin vers la mer, mais une partie va être déposée et va former des dépôts continentaux. Donc, arrivé sur les zones de transition, une partie va encore se déposer sur les milieux côtiers et la plus grande partie atteindra la mer. Les dépôts se répartissent donc en trois milieux. Nous avons les milieux continentaux, les milieux côtiers et les milieux marins. Commençons donc par les milieux continentaux. Alors, dans les milieux continentaux, nous avons différentes zones où se déposent les sédiments. Les milieux glaciaires, les milieux désertiques, les milieux de pente et de bas de pente, les milieux fluviatiles et les milieux lacustres. Donc, on va voir en détail ces différents milieux comme des marins. Commençons donc par le milieu glaciaire. La glace et de la neige compactée dans les cercles glaciaires va couler. Elle va couler dans les vallées glaciaires avec des vitesses faibles de l'ordre de 30 à 40 mètres par jour. Elle va éroder les bordures et le fond de la vallée glaciaire. Les produits d'érosion de différents calibres appelés moraines vont se sédimenter sous différentes formes de dépôts lors de la fonte des glaces. De leurs dépôts vont prendre différents noms en fonction de la morphologie du dépôt. Donc, parmi ces différents noms, on distingue les Drumias, c'est une colline allongée qui se constitue par les restes de la moraine du fond du glacier. Il y a les Ketzel, c'est un petit lac généralement circulaire formé par le moulage d'un bloc de glace. Alors, la Sandure, c'est une plaine glaciaire, ou bien ce qu'on appelle un épandage glaciaire. Ensuite, nous avons la Cam, c'est un dépôt en forme de butte irrégulière composé de sédiments fins, comme on le voit sur la figure. Les Esquerres, ce sont des collines allongées composées par une rivière sous-glaciaire. Les blocs erratiques, c'est des blocs qui peuvent peser plusieurs centaines de tonnes qui sont déposés par le glacier lors de sa fonte. Alors, passons ensuite au milieu désertique. Les dépôts aériens qui constituent la majeure partie des sédiments actuels dans les milieux désertiques sont des dunes. Les régions d'accumulation de sable alternent avec des régions dénudées. Voyons quelques types de dunes. Les barkans, ce sont les dunes les plus nues. Ce sont des dunes en forme de croissant avec une face exposée au vent de pente faible et une face concave à pente forte. Les ailes de la dune avancent plus rapidement que le corps de la dune. Nous avons ensuite les dunes paraboliques. C'est dunes de même forme, cependant, le sens du vent ici est inverse. On a le corps de la dune qui avance plus rapidement que les ailes de la dune. Il y a les dunes linéaires ou bien ce qu'on appelle des sifs, sont des dunes allongées parallèlement et se forment sous l'effet de deux vents dominants de deux directions différentes. Nous avons enfin les vergues, c'est un désert de dunes ou bien un champ de dunes fixe, dont seule la partie superficielle est remodelée sans cesse par le vent. Donc ça, c'est le milieu désertique. Il y en a beaucoup d'autres dunes, mais contentons-nous de ces quatre formes. Les milieux de pente et de bas de pente. Dans colluvion, ce sont des formations de pente. Lorsque la pente le permet, des éléments arrachés au sommet dégringolent sous l'effet de la gravité ou de l'écoulement de l'eau et se déposent sur le versant. On les appelle les colluvions, comme on le voit sur la figure. Lorsque la pente est relativement forte et que les éléments arrachés ne se déposent pas sur la pente, ils vont dégringoler jusqu'au pied de pente et se déposer en une formation qui a une surface en pente faible, ce qu'on appelle glacis.
Passons maintenant aux milieux fluviatiles qui sont les milieux les plus importants du point de vue dépôts continentaux. Les fleuves se composent donc de l'amont vers l'aval par différentes sections. En amont, la première section se compose par des torrents. Ensuite, il y a les chenaux anastomosés, les chenaux à méandres et enfin les chenaux en tresse. Donc, les torrents, commençons par les torrents. Les torrents montagnes, l'écoulement se fait dans des ravins étroits. Et parce que les pentes sont fortes, l'énergie est très importante et ne permet pas la sédimentation. Il ne se fait qu'à la sortie de ces ravins, là où la pente devient faible d'un coup et où l'écoulement n'a plus assez d'énergie, il dépose tout en vrac. La sédimentation se fait sous forme de cône à la sortie du ravin, sous forme de cône qu'on appelle cône de déjection. Alors ces cônes de déjection présentent donc différents éléments déposés en vrac et sont mal classés. Donc lors de chaque crue, les écoulements torrentiels déposent à la sortie des ravins des dépôts en vrac sous forme de cône de déjection. Donc on coupe ces cônes de déjection, nous montre les dépôts sont généralement mal classés et on voit les limites entre les différents dépôts de crue. Ensuite, à la sortie des montagnes, ce sont surtout des chenaux anastomosés parce que la pente est relativement faible et tous les éléments grossiers qui vont être déposés dans les chenaux sous forme de barres de chenaux. Donc la sédimentation se produit à la sortie des montagnes sous forme de barres longitudinales qui séparent les chenaux. Et on voit que dans ces dépôts, les éléments grossiers sont importants, les galets sont imbriqués, des graviers, des sables à l'étage entrecroisés. On voit aussi qu'elles sont souvent ravinées par les déplacements et les divagations des chenaux lors des crues. Donc, plus en aval, nous avons les chenaux à dynamique de méandre. La dynamique de méandre, c'est une dynamique où les chenals creuses sont liés en sinuosité, en virage, avec rives concaves où la vitesse de l'eau est importante et où c'est surtout l'érosion qui domine, et des berges convexes où on a de la sédimentation. La sédimentation se fait sur la rive convexe sous forme d'une barre de méandre. La barre s'accroît latéralement en même temps que la migration des méandres qu'on appelle l'accrétion latérale. Elle est constituée de sable disposé en lithage oblique de grande taille. Le fond du chenal est pavé de galets et le chenal est bordé par des évets qui le séparent de la plaine d'inondation couverte par des dépôts fins. Sur une échelle de temps et d'espace plus grande, le fleuve va organiser ses dépôts en terrasses. On les appelle les terrasses fluviatiles. Alors, les terrasses fluviatiles, ils résultent des changements de processus de sédimentation du cours d'eau et supposent une période de creusement suivie d'une période de dépôt. Pendant la première période, la rivière creuse et s'enfonce dans ses propres alluvions au plus profondément dans le substrat. Au cours de la seconde, elle dépose ses sédiments. Les terrasses peuvent être emboîtées ou ils peuvent s'étager. Alors, on a vu dans les deux premiers cas des terrasses emboîtées, dans le troisième cas, lorsque le creusement est très important et que le dépôt qui suit n'est pas assez important pour atteindre les anciennes formations, les anciennes terrasses, et on parle de terrasses étagées parce que le substrat affleure entre les deux niveaux de terrasse. Alors, l'explication de cette alternance de période de creusement et de période de dépôt, une théorie a été avancée par Heras 1951 dans laquelle il explique ceci par des alternances de périodes de biostasie et de rexistasie. Alors, grâce alluviale résulte des changements climatiques qui engendrent une alternance du comportement du cours d'eau, passant par des périodes de creusement et des périodes de dépôt. Donc, au cours de la biostasie, c'est une période de creusement. Pourquoi? Parce que les précipitations sont abondantes et régulières. Cela donne une forte pédogénèse qui va donner un sol important. Un climat favorise aussi la végétation qui va protéger le sol de l'érosion. Donc, les fleuves ne sont pas chargés en sédiments. Ils utilisent donc l'énergie de l'écoulement pour creuser. Alors que pendant la période de rexistasie, le climat est plus sec.
Les précipitations irrégulières induisent une forte érosion des sols parce que ces précipitations tombent sous forme d'orages très agressifs et très érosifs des sols. Une végétation dégradée parce que les précipitations, le climat est sec. Il n'y a pas de végétation donc qui protège les manteaux d'altération. Cela induit donc une sédimentation fluviatile détritique importante. Et l'énergie du fleuve est utilisée pour le transport de la charge solide. Alors, sous forme d'une série de petits diapos, on va expliquer cette théorie de biostasie et exostasie. Pendant la période de biostasie, la rivière creuse son lit sur des terrains d'un substratum ancien. Ensuite, au cours d'une période de rexystasie, la rivière comble la dépression creusée par les dépôts qu'on va appeler T3. La période de biostasie suivante va creuser les dépôts T3 donc, et s'enfoncer dans le substrat. Ensuite, une période de rexystasie va permettre le dépôt de T2. Période de biostasie suivante va creuser les dépôts de T2 et va dégrader les anciennes terrasses. Ensuite, dans la période de rexystasie suivante, la rivière comble la dépression creusée par des dépôts qu'on appelle T1. Cela va nous donner donc un étagement de ces terrasses fluviatiles avec des dépôts actuels. Donc la biostasie de la rivière creuse les dépôts de T1 et s'enfonce dans le substrat. Et nous avons, à la période actuelle, 3 niveaux de terrasses, alors que les plus anciens sont dégradés. Ils persistent sous forme de lambeaux éparpillés sur les versants. Les milieux lacustres. Alors, un lac est une dépression alimentée en eau par un ou plusieurs cours d'eau. Et la sédimentation s'organise d'une manière spécifique. Nous distinguons différents compartiments du lac. Dans la zone de l'embouchure des oueds, nous avons des deltas, des faciès deltaïques, et puis nous avons différents faciès selon qu'on est sur la berge ou bien qu'on est sur les pentes ou les fonds du lac. Alors, au niveau de l'embouchure des oueds, on coupe tant qu'on voit que dans les zones de l'embouchure des oueds, les sédimentations est grossière, alors que la sédimentation est plutôt fine sur le fond. L'éventail deltaïque sous lacustre comporte des chenaux, des lobes, des glissements et des courants de turbidité qui se déclenchent quand l'apport détritique est important. Il se comporte donc de la même manière qu'un delta marin, avec des lobes, avec une plaine deltaïque et un prodelta. Sur les berges, les dépôts grossiers qui dominent, les galets, les sables. Pourquoi? Parce que cette zone est soumise à l'action des vagues qui va emporter les particules fines. Sur les pentes et sur le fond, l'hydrodynamisme est faible et induit le dépôt des vases lités, de la boue litée. Il y a une précipitation possible de carbonate, des calcaires lacustres, si les eaux sont saturées en CaCO3. Et on a aussi des horizons sableux dus à l'arrivée des turbidites au cours des crues. Alors, notre deuxième grand milieu de dépôt, ce sont les milieux côtiers. Alors, ce milieu côtier est une zone de transition entre le continent et l'océan. Tous les matériaux amenés à la mer par les agents de transport sont repris par les vagues et par les marées et les courants. Le transport et les dépôts des particules détritiques transportées dans ce milieu dépendent de leur taille et de la vitesse du courant qui détermine l'énergie hydraulique du milieu. Dans cette zone de transition, nous avons des influences continentales, le climat, la roche-mer, les sédiments détritiques qui interagissent avec des influences océaniques, qui sont les marées, les courants et les vagues. Donc, cette zone, ou bien ce milieu côtier présente une certaine zonation en fonction de l'action des marées. Donc, on distingue différentes zones dans le climat. Une zone supratidale, c'est-à-dire la zone se trouvant au-dessus de la marée haute normale, mais elle peut être atteinte par les marées de vive eau lors des tempêtes. Une zone où on a le balancement des marées, c'est la zone intertidale. Une zone qui se trouve sous les basses eaux, sous la marée basse, mais cette zone présente des actions des vagues. Les actions des vagues correspondent à une profondeur qui correspond à la moitié de la longueur d'onde de la houle.
par beau temps, mais lorsque les vagues sont des vagues de tempête, cette profondeur est beaucoup plus importante. Dans ces milieux côtiers, là, les principaux milieux de sédimentation sont le delta, l'estuaire et la lagune. Commençons par l'estuaire. L'estuaire, c'est une embouchure de fleuve où l'influence marine est dominante. La marée haute progresse sur plusieurs kilomètres à l'intérieur du fleuve. La plupart des sédiments apportés par les rivières dans les estuaires sont piégés à l'intérieur de l'estuaire sous forme de boue. Les graines les plus fines sont déposées plus rapidement que les plus gros grains. La sédimentation détritique, sablo-argileuse et boueuse est organisée en slick et en shore. Alors, le shore est une zone couverte par une végétation dense, n'est submergée que lors des marées de vive eau, ce qu'on appelle la zone subtradale. Alors que la slick, c'est une vase dénudée de végétation avec quelques touffes espacées généralement recouvertes par la marée ordinaire. La sédimentation fluviatile est rapidement prise en charge et redistribuée par la dynamique marine. Alors le delta, par contre, c'est une embouchure de fleuve où l'influence fluviatile est dominante et que les sédiments avancent dans la mer. Le fleuve coule sur une large plaine alluviale où s'accumule une grande partie du matériau transporté. Arrivé en mer, le courant décélère, le reste de la charge se dépose et forme le delta. L'apport continu du sédiment, donc, dans le delta, il va obliger le cours à diviser en plusieurs bras. La côte est souvent triangulaire, ressemblant à la lettre grecque. Delta avance dans le domaine marin. Donc, un delta se compose de trois parties. La plaine deltaïque est une zone marécageuse et garnie de végétation. Le front du delta est le prolongement de la plaine deltaïque sous la mer et qui se organise en lobes. Chaque lobe correspond à la sédimentation amenée par l'un des bras du fleuve. Et le prodelta est la partie la plus externe et la plus profonde du delta. Cette partie repose sur les sédiments marins du plateau continental. La lagune. La lagune, c'est une dépression continentale, mais qui a été séparée de la mer par un cordon littoral sableux, avec une étroite ouverture généralement. C'est une étendue d'eau généralement peu profonde, donc dans laquelle va y avoir de la sédimentation, comme la lagune de Nador. Nous avons au Maroc trois lagunes, la lagune de Nador, la lagune de Moulay Bouslem et la lagune de l'Oualidia à côté d'El Jadida. L'évaporation est plus intense qu'en mer. Les dépôts carbonatés, lorsqu'il y a concentration de calcium après évaporation puis précipitation de CO3. Les roches évaporétiques de type gypse peuvent se déposer parce que l'évaporation est intense. Les roches évaporétiques, donc comme le CGM, quand il y a saturation en Na+, c'est moins. Alors, notre troisième milieu de dépôt sont les milieux marins. Ce sont donc les milieux les plus importants qui correspondent à plus de 75% de la sédimentation. Alors, la surface de fond de ces milieux marins est un héritage de la tectonique des plaques. C'est donc la tectonique des plaques qui va individualiser les différents milieux de dépôt sur le fond marin. Nous avons donc la marge continentale sur laquelle nous avons le plateau continental, le glacis continental et le talus continental, comme le montre cette image. La plaine abyssale de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. Donc nous avons la dorsale médio-océanique elle-même et puis il y a la fosse océanique. Alors, commençons donc par la sédimentation sur la marge continentale. Alors, la marge continentale se compose du plateau continental, du talus continental et du glacis continental. Donc, le plateau continental, c'est la zone nérétique et le reste, c'est la zone pélagique. La zone nérétique, c'est l'ensemble des dépôts accumulés dans le domaine peu émergé, caractérisé par des particules terrigènes, c'est-à-dire d'origine terrestre, amenées par les fleuves à partir des manteaux d'altération. Il est caractérisé aussi par les squelettes d'organismes pélagiques et par les squelettes d'organismes benthiques. Alors, dans la zone nérétique vivent des êtres vivants sur le fond, ce qu'on appelle les organismes benthiques, et des êtres vivants qui nagent
ou flottent, c'est ce qu'on appelle les organismes pélagiques. Alors, le Maroc, donc on voit nettement sur Google Earth le plateau continental marocain. On le voit nettement ici sur le plateau continental marocain. Donc, il y a ensuite la zone pélagique. La zone pélagique, c'est l'ensemble des particules détritiques fines, c'est le dépôt, donc détritiques fines, avec des squelettes d'animaux et de restes de végétaux planctoniques se déposant dans le plateau continental, le talus continental, le glacier continental et le sillon profond, abyssal. Donc, dans cette zone, il y a peu d'animaux qui vivent sur le fond. La majorité, ce sont des animaux qui vivent en nageant dans l'eau. Alors, la sédimentation, ou bien les sédiments sur les marges continentales sera donc de différents types. Selon la nature des sédiments, on distingue la sédimentation détritique terrigène, donc sédimentation issue de l'érosion des continents, d'où le terme terrigène, et des fragments de squelettes de coquilles d'organismes vivants remaniés. La sédimentation peut être chimique et les solutés transportées sous forme de solutions participent à la sédimentation. Et il y a aussi la participation de la néoformation de nouvelles espèces minérales. Alors les sédiments, ça peut être des précipitations de carbonate, donc calcaire ou endolomie, des évaporites avec des précipitations évaporitiques, comme généralement dans les lagunes, et la néoformation d'argile au milieu marin. Donc la sédimentation détritique. Les courants de marée qui remanient et troublent la régularité des dépôts, plus on avance vers la pleine mer, plus les particules deviennent fines. La zone méritique jusqu'à 200 mètres de profondeur est caractérisée par la prédominance de sable et de gravier. La zone bathyale, c'est-à-dire sur le glacier continental, elle est entre 200 et 3000 mètres, est caractérisée par la prédominance des vases et des argiles. Mais au niveau des canyons, au niveau des vallées sous-marines, on assiste à des courants de turbidité et à des glissements ou avalanches conduisant à la formation des glaciers détritiques qui sont généralement formés par des sables. Comme le montre donc l'octagramme dans lequel on voit un canyon qui va alimenter une sorte de cône de déjection, mais cette fois-ci, c'est des cônes qui sont sous-marins et qui peuvent alimenter le glacier continental. La sédimentation biochimique. La sédimentation biochimique provient de la fixation par des organismes, des êtres vivants qui vivent sur le fond marin ou bien qui vivent en mode pélagique, fixation des éléments dissous dans l'eau pour former leur squelette ou leur coquille. Après la mort des animaux, ces coquilles contribuent donc en débris, soit en entier, au dépôt sédimentaire. Par exemple, il y a la mille-branche, ce sont des animaux qui vivent sur le fond marin, mais qui, après leur mort, donc ils vont contribuer et participer à la sédimentation et on obtient des calcaires à coquilles. La sédimentation biochimique se manifeste aussi par les récifs coralliens. Ce sont donc des constructions coralliennes qui se font par des animaux qui fixent les carbonates pour fabriquer leur exosquelette et donner des coraux. Donc on aura des formations récifales. Des bouts carbonatés qui proviennent du dépôt des foraminifères. Des foraminifères sont des micro-organismes à test carbonaté qui, lors précipitant, donneront des bouts carbonatés qui deviendront des roches comme les calcaires nummulites. La précipitation de coccolithes aussi, c'est d'autres types d'organismes minuscules, microscopiques, qui vont donner la craie, ou bien le calcaire crayeux. Donc un certain nombre de petits micro-organismes qui vont, après leur mort, précipiter et donner des bouts carbonatés qui vont se transformer en craie. La sédimentation biochimique peut être siliceuse et de la même manière que la craie. Les radiolarisatomées, ce sont des micro-organismes qui ont des tests siliceux. Là aussi, ils vont donner une boue, cette fois-ci elle sera siliceuse et ça va donner des couches sédimentaires siliceuses. Alors, le quatrième type de sédiments qui se dépose sur les marges continentales, ce sont les roches d'origine organique.
La sédimentation organique provient de l'accumulation et de l'évolution des algues et des végétaux supérieurs ou des restes de poissons. Alors, les algues et les végétaux supérieurs, lorsqu'ils vont évoluer, ils vont donner des roches biogènes carbonées. Ce sont généralement les roches combustibles, comme le charbon, le gaz et le pétrole. Donc, les végétaux seront emprisonnés donc par les sédiments, et sous les sédiments, avec la diagenèse, ils vont évoluer pour se transformer en charbon, ou gaz ou en pétrole. L'évolution des restes d'animaux, comme l'évolution des cadavres de poissons, des os, des dents ou bien des écailles, même de leurs excréments, ces restes de poissons précipitent et s'accumulent et pour évoluer en roches biogènes. Et cette fois-ci, ce sont des roches biogènes phosphatées, comme les phosphates que nous avons au Maroc, des mines de Khouribga et des mines de Boukra. Donc, ce sont des roches qui, par la suite, seront exploitées en phosphate. Nous arrivons à la fin de cette première séance. Donc, la prochaine séance sera consacrée à la sédimentation au niveau de la plaine abyssale, à la diagenèse et à la classification des roches sédimentaires. Je vous remercie de votre attention. هكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم، وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.